Merci beaucoup pour cette introduction et merci aux membres de l'Académie de m'avoir donné l'opportunité de présenter les travaux d'une expertise collective qui a été menée par l'ANSES, qui est l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, et qui a porté notamment sur l'élaboration d'une liste de combinaisons de bactéries, familles d'antibiotiques, d'intérêt prioritaire pour la santé humaine et potentiellement retrouvées en santé animale. Donc rapidement, je ne vais pas reprendre beaucoup d'éléments de contexte, il y a pas mal de choses qui ont été dites cette matinée. Donc comme vous devez le savoir, l'antibiorésistance est une préoccupation majeure aussi bien pour la santé animale que la santé humaine à l'échelle mondiale. Souvent aussi qualifiée de pandémie silencieuse. Elle a été classée par l'OMS comme faisant partie des 10 principales menaces pour la santé publique à l'échelle globale. Et selon un article qui a été publié il y a quelques jours, qui a été également évoqué ce matin dans le journal de Lancet, les prévisions ne sont pas du tout optimistes. Un peu plus de 39 millions de décès pourraient être directement liés à l'antibiorésistance d'ici 2050. Par ailleurs, il est clairement admis que les compartiments humains, animaux et environnementaux sont interconnectés. On peut avoir des bactéries résistantes aux antibiotiques qui peuvent circuler d'un compartiment à l'autre. Et d'ailleurs, on peut très bien le voir sur ce magnifique schéma conceptuel qui montre un peu les différentes interconnexions qu'on retrouve entre les communautés microbiennes avec ces flèches qui montrent les voies de transfert. Et là, on voit clairement qu'on est loin d'avoir une étanchéité au niveau des niches écologiques. Tout circule, les bactéries voyagent, voilà. Concernant le cas particulier, cette fois-ci, de la transmission potentielle de l'antibiorésistance, plutôt de bactéries résistantes aux antibiotiques, depuis l'animal vers l'humain, celle-ci peut avoir lieu soit par contact de manière directe, avec des contacts rapprochés avec les animaux de compagnie ou les animaux de production, soit de manière indirecte, notamment par la consommation d'aliments qui seraient potentiellement contaminés par les bactéries résistantes, voire même à travers l'environnement. La médecine humaine utilise des antibiotiques, mais la médecine vétérinaire aussi. Et d'ailleurs, les antibiotiques qui sont utilisés en médecine vétérinaire sont pour la plupart les mêmes que ceux qu'on retrouve en santé humaine. Et la pression de sélection qui est imposée par cette utilisation vétérinaire contribue à l'installation chez des animaux de réservoirs de bactéries résistantes qui peuvent être pathogènes pour les humains. Et dans ce contexte, au fait, les pouvoirs publics français ont incité à une utilisation plus raisonnée des antibiotiques, notamment par la mise en place de 2 plans de lutte, les plans éco-antibio. Donc, on a eu une première version du plan éco-antibio, un pour la période 2012-2016 et un deuxième plan éco-antibio 2 pour la période 2017-2022. Donc, des objectifs clairs de réduction de l'usage des antibiotiques en médecine vétérinaire, avec un focus en particulier sur les antibiotiques d'importance critique, notamment les C3-4G et le fluoroquinolone. C'est des objectifs qui ont été atteints, voire largement dépassés. Et donc, dans la prolongation de ces actions très positive et la mise en place d'un 3e éco-antibio 3, le ministère de l'Agriculture a saisi l'ANSES au mois de mai 2020, on était en pleine période de pandémie Covid, au sujet du rôle des animaux dans la transmission d'antibiorésistance vers la population humaine. Et donc l'ANSES a confié l'instruction de cette saisie à un groupe de travail dédié qui est composé d'experts qui sont composés, qui sont dotés de plusieurs compétences qui sont multidisciplinaires et complémentaires. Par exemple, on avait dans le groupe de travail des infectiologues, des vétérinaires, des épidémiologistes, des pharmaciens, donc vraiment pour essayer de combler un peu toutes ces compétences et pouvoir répondre aux 3 questions de la saisie. Donc, une première question qui nous a été posée, qui était d'élaborer une liste de couples bactéries, familles d'antibiotiques prioritaires qu'on peut retrouver dans le secteur animal et qui peuvent être préoccupants pour la santé publique. Et une fois que cette liste est élaborée, il a été demandé à l'ANSES en un deuxième temps de pouvoir décrire l'ensemble des connaissances scientifiques disponibles, ce qu'on appelle les profils de risque, pour chacun des couples
Et la troisième question était de proposer au ministère de l'Agriculture des mesures de gestion qu'il pourra mettre en œuvre dans le secteur animal pour réduire la diffusion d'antibiorésistance aux humains. Alors, en ce qui concerne la première thématique et l'élaboration de cette liste prioritaire, là, le groupe de travail a mis en place une méthodologie de hiérarchisation à partir d'une liste initiale qui était composée de 57 couples. Donc, c'est des couples, au fait, qui ont été extraits de plusieurs travaux déjà élaborés par des instances internationales, européennes, voire nationales. Je pense en particulier aux travaux de l'OMS, l'ANSM, l'EMA, mais également il y a eu des données de surveillance issues des réseaux de surveillance, donc pour la santé animale avec le réseau Rélaval et pour la santé humaine avec le SPF. Alors là, on est sur Santé publique France, parce que j'ai vu bien que la Belgique aussi dispose de l'organisme SPF, mais Santé publique France s'intéresse particulièrement à l'amélioration et à la prévention des maladies au sein de la population humaine. Donc une fois cette liste initiale a été établie, la deuxième étape a été de sélectionner les couples d'intérêt. Et pour cela, il y a eu 32 couples d'intérêt qui ont été sélectionnés à partir de filtres de sélection, un critère d'exclusion et un critère d'inclusion qui ont été appliqués. Pour, in fine, aboutir à ces 32 couples qui ont été hiérarchisés. Et pour faire ce travail de hiérarchisation, donc là, le GT s'est basé sur 3 critères de hiérarchisation. La transmissibilité, donc qui va prendre en compte l'importance de l'ensemble des voies de transmission et les fréquences des éléments de transmission. La traitabilité, qui peut être la disponibilité ou pas d'alternatives thérapeutiques. Et la mortalité, qui est le nombre d'infections ou de décès chez les humains pour la bactérie résistante. Donc globalement, là, il y a eu ce qu'on appelle un travail d'élicitation des connaissances d'experts. Donc pour les 32 couples, il a été demandé aux experts de faire un rangement pour chaque critère en leur distribuant 320 billes. Donc un expert, il a 320 billes, il faut qu'il les distribue sur les 32 couples. Et le couple qui a le plus de nombre de billes attribuées était considéré comme étant le plus important dans la hiérarchisation. Donc c'est une méthodologie d'élicitation d'experts qui est pas mal utilisée. Et donc au final, pour chaque couple, il y a eu les 3 critères qui ont été fusionnés, je dirais, pour calculer un indice de criticité. En multipliant donc le C1, C2 et C3, ce que vous voyez à la droite, à gauche pardon, de la diapo, donc au final, un rangement des 32 couples. Et puis finalement, par un simple calcul mathématique, en utilisant un arbre de régression, ces 32 couples ont été rassemblés en 3 groupes. Un groupe dit hautement prioritaire, un deuxième groupe prioritaire et un troisième groupe dit important. Et si on regarde de près le résultat du top 11 des couples bactéries antibiotiques à surveiller en priorité chez les animaux du fait de leur intérêt majeur en santé publique, donc déjà on voit qu'on est sur 11 couples, sur ces 11 on a 8 qui sont des entérobactérales. Le couple entérobactéral résistant au carbapénème occupe le premier rang avec un indice de criticité qui est 2 fois plus élevé que le deuxième couple, ce qui atteste de la haute importance qui doit être donnée à cette résistance. Donc comme vous le savez, alors, l'émergence des entérobactéries productrices de carbapénémase, notamment chez les animaux de compagnie, parce qu'il y a eu quand même quelques cas sporadiques qui ont été détectés chez les chiens et les chats en France, c'est devenu une vraie préoccupation, un vrai risque pour la santé publique. Les carbapénèmes, on sait tous que c'est des antibiotiques de dernier recours qui sont utilisés pour traiter notamment les infections nosocomiales et dont il convient de préserver l'efficacité. Également, le gène qui code la carbapénémase est à une localisation plasmidique, ce qui confère une grande capacité de dissémination. Et souvent aussi, les carbapénémases sont associés à des résistances à d'autres familles d'antibiotiques, ce qui leur confère une multirésistance, des bactéries multirésistantes donc, qui peuvent être source d'impasse thérapeutique. Donc, une fois cette liste prioritaire établie, donc, la deuxième question était d'élaborer les profils de risque. Donc, qu'est-ce qu'un profil de risque Donc, l'idée, c'est vraiment de prendre chaque couple séparément et de décrire l'ensemble des connaissances scientifiques en se basant sur des données de la littérature, des données de surveillance, des données épidémiologiques, mais vraiment faire un peu toute la bibliographie sur ce couple, sur ce danger plutôt. L'objectif étant de formuler des recommandations en matière de mesures de gestion. Donc vraiment de donner aux gestionnaires des billes basées sur un socle scientifique fondé afin qu'ils puissent prendre les bonnes décisions de gestion.
Donc rapidement, si vous consultez le rapport, donc 11 profils de risque. Chaque profil de risque étant composé de 3 parties, des informations sur le danger, donc la bactérie et la famille d'antibiotiques. Chez les espèces animales cibles, entre autres là, c'était les animaux de production, bovins, volailles, porcs et les animaux de compagnie, et bien sûr les données chez les populations humaines. Des données sur les voies d'exposition à la bactérie résistante. Là, c'était la voie alimentaire et le contact direct avec l'animal qui ont été pris en compte. Le compartiment environnemental, on ne l'a pas considéré dans l'expertise, déjà de par le délai court de la saisine, et puis peut-être on pourra en discuter plus tard, mais on a toute la complexité du compartiment environnemental en matière d'antibiorésistance avec toutes les bactéries, l'effet cocktail, tout ce qui peut circuler. Donc voilà, il y a une complexité qui n'a pas été prise en compte. Et donc une troisième partie qui c'est attarder sur l'impact de la bactérie résistante sur la santé publique, avec des données notamment de mortalité hospitalière, des facteurs de risque, et voir s'il y avait ou pas des alternatives thérapeutiques. Donc rapidement, vous donner un exemple de comment se présente un profil de risque. C'est au fait une sorte de fiche. Donc on avait 11 fiches que vous voyez à droite, très synthétique, avec les données chez les espèces animales et les espèces humaines, et à la fin de chaque fiche, un schéma un peu synthétique qui va reprendre ces 3 parties. Alors, je n'aurais pas, bien sûr, au vu du délai imparti, de vous présenter tous les détails, mais ce que je souhaite, c'est que déjà qu'on regarde un peu les évolutions des résistances pour les couples hautement prioritaires. Donc déjà, pour le couple résistant au carbapénène, donc, en ce qui concerne les espèces animales, il s'agit d'une résistance qui est détectée occasionnellement chez les animaux de compagnie, notamment les chiens et les chats. Sachant que les carbapénènes sont interdits en médecine vétérinaire, très probablement il s'agirait d'une transmission depuis l'homme vers l'animal à travers des contacts rapprochés. Au niveau des hôpitaux, donc là, globalement, une situation certes une faible incidence, qu'on peut voir, mais une tendance à l'augmentation quand même, qui est observée depuis 2012 avec le risque d'une diffusion à bas bruit. Donc les efforts de maîtrise en matière de PC doivent rester d'actualité dans les établissements de santé. Si on prend les entérobactériales, les C3-4G et les fluoroquinolones, donc là, vraiment des résultats très très favorables, aussi bien en santé humaine qu'en santé animale, avec une nette tendance à la baisse depuis 10 ans. Mais également, voilà, les efforts de maîtrise et des transmissions croisées aussi de ces antibiotiques doivent rester d'actualité pour ne pas relâcher les efforts. Regardons maintenant le SARM. Alors, en ce qui concerne le SARM, si la situation semble relativement bien maîtrisée dans les hôpitaux, une vigilance devra quand même être portée au niveau des espèces animales cibles. Alors, les données du réseau Resapat ont montré une tendance à l'augmentation de proportion de souches, notamment chez le chien, depuis 2018. Et également, il y a une étude qui a été menée par l'ANSES en 2021-2022 au niveau des élevages de porcs, qui clairement a montré une augmentation de la prévalence entre 2008 et 2021. On est passé de 3% à plus de 40% de prévalence quand même dans les élevages de porcs. Alors juste pour votre information, l'éclairage du réservoir animal pour le SARM n'a été fait qu'à partir des années 2000, notamment aux Pays-Bas, avec le premier cas de transmission du SARM de l'animal vers l'humain par exposition professionnelle. Donc juste pour l'histoire, c'était dans les Pays-Bas où il y avait une petite fillette de 6 mois qui a été hospitalisée pour une chirurgie cardiaque parce qu'elle avait une malformation congénitale et donc le chirurgien, par mesure de précaution, il voulait priver, voir si elle serait porteuse d'une souche de staphylocoque doré pour éviter toute complication post-opératoire. Et au moment où voilà, il a typé la souche, il s'avérait que c'était une nouvelle souche, dite non typable, qui n'a jamais été identifiée dans les souches de SARM retrouvées encore dans les hôpitaux. Et plus tard, après, des patients qui sont arrivés, qui, pareil, étaient porteurs de cette souche dite non typable. Et les enquêtes ont montré que tous ces patients, ils avaient un lien direct avec la filière porcine. Par exemple, la fille, c'était la fille, ses parents étaient des éleveurs de porcs. Donc, voilà, vraiment, les premiers cas, le premier éclairage, d'ailleurs, qui a fait une crise assez médiatique et politique dans les Pays-Bas, parce qu'ils se sont retrouvés d'un coup à avoir une augmentation au niveau des SARM dans les hôpitaux, alors que ce n'était pas du tout le cas, ils étaient vraiment à des faibles niveaux il y a encore quelques années, et qui montre surtout le rôle que peuvent porter les animaux comme étant
porteur transitoire et le risque de diffusion notamment du SARM dans la population. Et pour terminer, pour les entérobactéries résistants à la colistine, donc aussi des résultats très favorables avec une diminution chez les animaux de production. Alors la colistine, les experts ont quand même souhaité la maintenir dans le top 5 des groupes hautement prioritaires parce que suite aux travaux, des travaux qui ont été réalisés par une équipe chinoise en 2015 qui ont montré le caractère transférable de la colistine avec le gène ACR1, où il y a eu des bactéries qui ont été retrouvées chez des poulets, chez des porcs, dans de la viande vendue au détail, mais également chez des patients hospitalisés, faisant craindre le risque de sélection de souches chez des patients à travers l'utilisation dans le domaine vétérinaire. Donc globalement, le résultat est très positif, corrélé à une diminution de l'exposition globale des animaux antibiotiques de 52%. Tout ça grâce à l'effort de tous les acteurs, soit les vétérinaires, les propriétaires des animaux de compagnie, les éleveurs, les pouvoirs publics, pour réduire les usages en santé animale. Ensuite, donc, la troisième question, rappelez-vous, c'était de pouvoir proposer des options de gestion pour limiter le risque de diffusion. Alors, comment s'est pris le GT pour cette troisième thématique? Donc là, il y a eu différentes mesures de gestion qui ont été proposées et réfléchies. C'est un travail qui a pris quand même pas mal de temps. Et au final, on s'est dit, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va fournir au gestionnaire une boîte à outils. L'objectif étant de l'aider dans sa prise de décision. Les différentes mesures de gestion n'ont pas fait l'objet d'une hiérarchisation. Tout ça parce que chaque mesure dépend du contexte considéré, là où, le lieu d'isolement de la bactérie, le couple qui est ciblé, mais également du fait que jusqu'à présent, on ne dispose pas de données terrain qui vont permettre d'évaluer l'efficacité d'une mesure de gestion. En tout cas, la prise en compte d'une mesure de gestion revient in fine aux décideurs, et tout ça avec un choix qui devra prendre en compte différentes situations épidémiologiques, sociopolitiques, économiques, infrastructurelles. Donc voici un exemple de comment on a répondu à cette troisième thématique. Donc pareil, on a fait 11 schémas pour les 11 couples. Là, je vous donne l'exemple du couple entérobactéral carbapenem. Vous constatez qu'on a plein d'options de gestion là, que vous pouvez voir dans les différentes boîtes. Chaque boîte correspond à un numéro qui correspond au compartiment d'isolement éventuellement, que ce soit chez les animaux de production, élevage, au niveau de l'abattoir, transformation, distribution, ou voire même au niveau des animaux de compagnie. Alors, le couple entérobactéral résistant carbapenem avait le panel plus large d'options de gestion du fait de son rang et de sa position dans la hiérarchisation. Et c'est ce schéma-là qui a permis ensuite de pouvoir décliner les options de gestion pour les 10 autres couples. C'est-à-dire que le 11e couple, on verra, où là, forcément, il y a beaucoup moins de mesures de gestion qui vont être appliquées. Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, dans le cas d'une identification du entérobactérie résistante au carbapenem chez les animaux de compagnie, l'idée ce serait peut-être de dépister les personnes qui sont en contact avec les animaux, bien sûr d'appliquer les mesures d'hygiène au niveau des foyers et des cliniques vétérinaires, réduire les contacts avec l'animal, voilà, donc pas mal de mesures de gestion, mais gardez en tête toujours que c'est l'application des mesures de biosécurité dans les élevages et le respect des bonnes pratiques d'hygiène quand même qui reste la clé de prévention, et ça je pense qu'on l'a bien souligné ce matin, pour prévenir l'apparition de phénomènes d'antibiorésistance. Voilà, et pour terminer, donc en conclusion, dans le cadre de l'approche active-anti-Wallace, il apparaît clair que la maîtrise de l'antibiorésistance dans le secteur animal est une composante essentielle pour la maîtrise de l'antibiorésistance de manière générale. Les experts recommandent également que cette liste prioritaire soit mise à jour régulièrement au vu du caractère dynamique et évolutif de l'antibiorésistance, notamment en fonction des données, l'évolution des données scientifiques et épidémiologiques. Également, dans la santé animale, seules les bactéries résistantes à des antibiotiques qui sont testés par les laboratoires d'analyse vétérinaire font l'objet de surveillance et peuvent être exploités. Alors, on sait très bien qu'on a des antibiotiques qui ne sont pas testés par les laboratoires vétérinaires, comme c'est le cas du carbapenem, parce que le carbapenem sont interdits en médecine vétérinaire. Et donc, le risque, c'est de passer à côté de bactéries ou de résistances qui sont majeures pour la santé humaine et qui sont d'origine animale. C'est le cas pour les carbapenem, et donc là,
la recommandation des experts, c'était de pouvoir assurer une surveillance, surveiller les entérobactéries résistants au carbapinems en médecine vétérinaire, en rajoutant dans l'antibiogramme l'antibiotique le correspondant. Également, améliorer la surveillance à travers l'utilisation d'outils de biologie moléculaire, notamment le séquençage ODI, le WGS. L'objectif étant d'identifier et d'évaluer les liens épidémiologiques qu'on peut retrouver entre les bactéries chez les animaux et celles responsables d'infections humaines. Une vigilance apportée au sein, ça je ne reviendrai pas, du fait du rôle des animaux qui peuvent être porteurs transitoires. Ce matin, on a beaucoup parlé des actions de communication, d'information, de sensibilisation, oui. Et oui, il faut prévenir, il vaut mieux prévenir que guérir, comme on le dit. Sensibiliser et former les éleveurs sur la sécurité de l'élevage, le recours à la vaccination, les consommateurs, ne serait-ce que par les bonnes pratiques d'hygiène, se laver les mains, cuisson à cœur de la viande, respect du chien de froid, bonne conservation des aliments, mais vraiment des règles d'hygiène de base qui, pour moi, devraient être apprises à l'école. Aussi, vigilance auprès des personnes à risque, les vétérinaires ou bien les éleveurs, ou les propriétaires d'animaux de compagnie qui, eux, ont des facteurs de risque. Donc l'idée, c'est de les conseiller pour réduire quand même leur contact si jamais leur animal est porteur du bactérie résistante. Et pour terminer, en matière de pistes de recherche et de surveillance intégrée de l'antibiorésistance, toujours proposer des études qui peuvent associer les professionnels des trois secteurs pour coordonner les données, les actions, les données de surveillance, de résistance et d'usage des antibiotiques. Et à ce propos, en France, il a été lancé le réseau Promis, qui a été lancé en 2021. C'est une sorte de projet construit avec une communauté ONS, dont l'objectif est de faire travailler les acteurs ensemble de manière conjointe, alors qu'ils étaient habitués à travailler en silo. Voilà. Et donc pour terminer, si j'ai deux messages vraiment importants que je souhaiterais qu'on retienne de cette expertise, c'est qu'au vu des données épidémiologiques, des efforts qui ont été faits par la profession vétérinaire, de la réduction de l'exposition des antibiotiques et du fait qu'on a des mesures de maîtrise aussi qu'on applique dans le secteur animal et tout au long de la chaîne alimentaire, les animaux de production et de compagnie ne sont pas une source majeure de diffusion de l'antibiorésistance aux humains. En revanche, il y a une attention qui devra être portée surtout aux aliments dits importés, donc, qui proviennent des pays à économie émergente. Donc c'est des pays qui ont des revenus faibles et puis qui constituent souvent des hotspots de bactéries résistantes. Vous savez que avec la mondialisation, tous les phénomènes d'échange, de commerce de produits alimentaires, d'animaux vivants, de voyages internationaux, il n'y a pas de frontières. On l'a clairement vu avec la Covid, l'antibiorésistance n'a pas de frontières. Donc le risque serait d'avoir des souches qui seraient de nouvelles souches porteuses de nouvelles résistances finalement. Jusqu'à présent, il n'était pas présent dans notre territoire en France, qui puissent introduire à partir de ces pays, voire même des souches multirésistantes et qui peuvent constituer un danger majeur pour la santé publique. Donc là, il y a un focus en particulier qui pourrait être fait sur ce qu'on appelle les produits d'aquaculture, tout ce qui est crevettes, moules, enfin, c'est souvent des produits qui sont importés des pays de l'Asie du Sud, qui peuvent contenir des bactéries résistantes, déjà du fait qu'on est dans une région où, en matière de réglementation de l'origine d'antibiotiques dans l'environnement, on est loin d'avoir un cadre réglementaire tel qu'on le voit dans les pays européens. C'est des pays, malheureusement, qui ont une main-d'œuvre qui n'est pas si bien payée, et donc l'industrie pharmaceutique profite pour s'implanter dans ces régions. Et voilà, donc vraiment une vigilance à apporter pour limiter le risque de diffusion de ce phénomène. Voilà, je pense que j'ai dépassé un peu la limite, mais en tout cas, je souhaite juste remercier tous les membres du GT, en particulier Eric Oswald, président de mon GT. Un grand merci aussi à Claude Sagerman qui a fait partie de ce GT, aux équipes de la coordination. Et puis, je vous invite à aller consulter le rapport et l'avis de l'ANSES qui a été publié l'année dernière. Et puis, aller voir aussi quelques points d'actualité qui ont assez été bien valorisés et rédigés sur ces travaux. Voilà, je vous remercie.